tous, bienvenue à ce webinaire. Comme vous le voyez, je veux bien commencer vraiment à temps. Nous avons prévu 1h15, plus ou moins, pour cette explication. Je suis très content de vous rencontrer ici parce qu'on a beaucoup de nouvelles sur les normes. Je vois que vous avez entre-temps su profiter de la publicité que vous avez vue, le lien vers Fire Forum, vers notre page sur LinkedIn, un peu de publicité sur les awards, c'est aussi une après-midi d'études dont je vous parlerai davantage plus tard lors de cette présentation. Quelques informations pratiques. Donc, cette session est enregistrée. Certains l'ont probablement déjà lu dans le chat que l'enregistrement sera disponible au plus vite. On peut certainement promettre d'ici quelques semaines, mais avec un peu de chance, qui sait, même cet après-midi, si tout se déroule bien, point de vue technique. Si vous avez des questions, ils sont certainement les bienvenus, mais posez vos questions via le chat. Je vais essayer premier quart d'heure, le dernier quart d'heure, les dernières 10 minutes au moins, de répondre à vos questions. Votre caméra, votre microphone, normalement, il est désactivé. Si ce n'est pas le cas, je vous demande de le désactiver vous-même et vous allez recevoir tous les handouts, etc. Vers la fin de la session. Je suis assisté par deux Sarah et ils s'en occupent de façon consciencieuse. Voilà l'introduction. Et voici le contenu de ce que je vais vous expliquer lors de l'heure qui vient. Je vais d'abord donner un vue d'ensemble, puis on va parler un peu de la terminologie, du contexte. Je vais vous donner un aperçu des normes qui changent. Et puis, les deux grandes parties de la présentation, c'est la détection incendie et l'alarme d'incendie. Et on va clôturer avec quelques informations supplémentaires. Donc, je ne vais pas tarder parce qu'on a effectivement beaucoup de choses à vous expliquer. Donc, mon nom est Bart van Bever. Argolia est mon employeur et nous sommes opérateurs sectoriels pour NBN. Donc, je suis secrétaire des groupes de travail qui ont développé les normes que je vais vous présenter. Donc, voilà, c'est assez en direct que vous allez recevoir les différentes informations. Donc, merci aussi aux membres des groupes de travail qui m'ont donné un petit coup de main pour préparer cette présentation. L'objectif d'aujourd'hui, ça c'est à gauche, c'est de vous expliquer les modifications les plus importantes. Il y a beaucoup qui changent, mais le focus aujourd'hui, c'est vraiment la synthèse, les grandes lignes. Si vous désirez plus de détails, on organise des après-midi d'études et vous pouvez déjà vous inscrire. Je vais retourner sur ce slide-ci vers la fin de la session. Donc, vous aurez toute l'occasion de prendre le lien, de l'activer, etc. Il sera d'ailleurs compris dans les handouts également. Donc, maintenant qu'on connaît l'objectif, commençons peut-être avec un peu de terminologie, un peu de contexte, de cadre pour la présentation qui va suivre. Un premier point d'attention, c'est qu'il y a une différence entre la terminologie que nous utilisons en Belgique dans notre législation. J'ai pris à titre d'exemple l'arrêté royal norme de base incendie, mais le Code sur le bien-être au travail est fort équivalent, à part que dans le Code sur le bien-être au travail, on ne parle pas de découverte. C'est d'ailleurs la raison que j'ai choisi l'arrêté royal norme de base, parce que c'est un peu plus complet de ce point de vue-ci. Donc, il y a une différence entre la terminologie belge et la terminologie européenne. Et on va utiliser les deux lors de cette présentation. C'est inévitable. Est-ce que c'est un gramme qu'il y a une différence? Pas vraiment. C'est juste un petit point d'attention lors de cette présentation, mais aussi si après vous rédigez des documents, etc., de bien situer. J'utilise alarme dans le sens européen, où c'est vraiment un signal de secours en cas d'incendie, ou alarme dans notre contexte belge est l'ordre d'évacuer
un bâtiment, une partie d'un bâtiment. Entre-temps, je pense que vous avez lu, hein, on a découverte, on a annonce, le message vers le service incendie, alerte, surtout si vous allez utiliser des sirènes, des haut-parleurs, etc., pour donner l'alerte, hein. Souvent, c'est un système discontinu, mais alerte et alarme dans le sens belge, tous les deux sont des signaux d'alarme dans le sens européen. Donc voilà, je pensais que c'était vraiment utile de tirer votre attention là-dessus. Et puis un autre slide qui est vraiment très, très général, mais de nouveau que j'aime bien pour situer les normes et d'autres textes qui peuvent être intéressants dans le cadre que je vais vous présenter tout de suite, c'est que quand on prend en considération un projet, un bâtiment, et on veut composer l'ensemble des exigences en matière de sécurité incendie, pour moi, il y a vraiment chaque fois plusieurs influences, plusieurs textes, plusieurs sources à consulter. Et on commence effectivement en haut avec la réglementation, une réglementation qui est largement prescriptive en Belgique. Voilà, déjà, l'arrêté de norme de base incendie est fort prescriptif. Puis on a une réglementation qui est plutôt basée sur les risques ou axée sur les résultats. Ben, un exemple, c'est le Code sur le bien-être au travail qui est fortement basé sur analyser les risques, gérer les risques, prendre les mesures qui s'imposent, etc. Et on aura probablement bientôt aussi même des réglementations axées sur les résultats, comme pour les véhicules électriques dans les parkings, toujours en phase projet. Souvent, on s'ajoute à ça des conditions du permis. Euh, j'ai pris ça comme un terme global parce que là-dedans, on va retrouver souvent aussi l'avis des services incendie, hein. Souvent, l'avis des services incendie est repris dans les conditions d'un permis. Et puis, il y a beaucoup de choses en sécurité incendie, surtout pour la réalisation concrète des différentes protections qu'on va retrouver dans les normes, hein, que ce soit pour les portes coupe-feu, pour un système de détection, etc. Je reviens sur le lien entre les normes et la réglementation tout de suite, à plusieurs reprises d'ailleurs dans ma présentation. Et puis peuvent s'ajouter à ça des exigences de l'assurance ou d'autres exigences contractuelles et éventuellement des règles d'entreprise. Les petites flèches que j'ai mises, c'est parce que en fonction du projet, ben, peut-être que une des boules est plus importante que l'autre, etc. Mais voilà, comme ça, vous avez quand même une idée. Et je pense que c'est très intéressant d'utiliser ce genre de schéma pour bien réfléchir et bien vérifier si vous avez vraiment vérifié l'ensemble. Peut-être déjà un exemple en détection incendie. Si vous avez, par exemple, une maison de repos, ben, la réglementation va vous demander euh, une détection incendie. Et comment réaliser la détection incendie? Ben, ça, vous allez retrouver dans les normes. Et ça se peut que pour votre projet spécifique, que les services incendie, via le permis, hein, vont aussi euh, vous obliger à faire certaines choses spécifiquement pour votre établissement. Voilà. Une autre partie qui est importante, euh, souvent, comme nous sommes actifs dans le monde de la sécurité, on pense sécurité des personnes. Et si je parle de sécurité des personnes lors de cette présentation, je pense aussi bien aux personnes présentes sur un site que à la sécurité des services incendie, des services de secours qui doivent intervenir sur place. Donc j'ai pris ça comme un ensemble parce que, effectivement, c'est important pour toutes les personnes, hein. Mais de plus en plus, on voit que c'est aussi fort utile de penser à d'autres objectifs comme la continuité des activités, la limitation des dégâts, la protection de l'environnement, ainsi de suite. Donc voilà un petit ensemble qui peut vous aider à mieux réfléchir, à mieux vérifier si vous avez tenu compte de tout. Et un peu dans la prolongation de ce discours-là, je veux revenir sur un point qui me concerne de plus en plus, parce que je vois que au lieu de diminuer
que c'est une évolution, une vraiment mauvaise évolution qui s'amplifie encore, euh, que de plus en plus, on fait appel à des contrôles bon état de fonctionnement. J'en ai fait peut-être un peu une caricature, mais des fois, la réalité est une caricature aussi dans ce cadre-là. J'ai pris un exemple fictif parce que le hall sur la photo, il est correctement protégé, rassurez-vous. Mais prenons un grand hall avec un détecteur ici, eh bien, en bon état de fonctionnement, on va injecter un peu de fumée dans le détecteur. La LED du détecteur va s'allumer et on va dire, ah, il est en bon état de fonctionnement. Mais quand on compare ça aux objectifs de la détection incendie, ben, on rate complètement notre cible. De plus, j'ai déjà parlé à beaucoup de juristes de ce problème-ci, et quasiment tous les juristes me disent, écoute, des contrôles bon état de fonctionnement sont très, très dangereux pour toutes les parties impliquées. Celui qui a donné l'ordre, qui a passé commande, le bureau de contrôle, ceux qui acceptent éventuellement les rapports de bon état de fonctionnement, c'est vraiment quelque chose à proscrire, à arrêter, parce que c'est fort, fort risquant. Hein. Sauf si vous aimez de passer devant le tribunal et de vous expliquer. Évitez, s'il vous plaît, ce genre de pratique. C'est dans votre intérêt. Pour moi, ça ne changerait rien. Personnellement, je me dirais, sauf que je suis un peu engagé pour éviter que des personnes font des bêtises avec nos normes. Pour aborder le même sujet d'une autre façon, mais les normes, est-ce qu'on les utilise, est-ce qu'on ne les utilise pas? Eh bien, une approche un peu simplifiée, c'est qu'on peut dire, voilà, si la législation impose de façon explicite une norme, par exemple, maison de repos, hein, qui impose la détection incendie et qui demande de le réaliser selon la norme, là, c'est clair, de nouveau, de façon simplifiée, on peut dire que la norme a un caractère réglementaire à ce moment-là, quasiment la législation. Mais même si la législation ne fait pas directement référence à une norme, souvent la législation, la réglementation nous demande quand même d'appliquer les règles de l'art. Et quelles sont les règles de l'art? Là aussi, il y a même une législation concernant les normes et concernant la position des normes, etc. Eh bien, à défaut de législation, juste en dessous, dans l'hiérarchie, on retrouve les normes. NBN, EN, ISO et ainsi de suite. Et quand on parle à des juristes, ils vont tous vous dire que si vous êtes comme professionnel actif dans un secteur, vous êtes censé de connaître et de respecter les règles de l'art qui sont d'application sur votre secteur. Ça veut dire la législation, mais aussi les normes, éventuellement même des autres règles de l'art, éventuellement qu'un groupe de professionnels a rédigé, etc. Donc c'est la référence en cas de litige, hein, en cas du fait qu'on se trouve devant un tribunal, etc. Comme c'est une norme, et dans le cas que la législation n'y fait pas référence de façon explicite, on peut y dévier. Mais si on veut y dévier, c'est à vous, professionnels, de motiver pourquoi vous allez dévier de la norme, à motiver que votre alternative est équivalent à la norme. Et bien entendu, cette motivation doit être par écrit, ça doit être documenté, ça doit être fondé. Et ça, on oublie souvent. Donc, ça veut dire que bon état de fonctionnement sans qu'il y ait une référence reconnue derrière, ben, ça ne veut vraiment rien dire, rien du tout. Et de nouveau, je ne vise pas uniquement les bureaux de contrôle qui font ce type de contrôle, c'est aussi ceux qui donnent l'ordre, c'est aussi ceux qui acceptent éventuellement ce genre de rapport, hein, qui sont complices, je vais dire, dans ce genre euh, d'activité à proscrire vraiment. Voilà. Un message que je voulais vraiment passer, on ne peut pas suffisamment insister là-dessus. Une autre partie de l'introduction que j'aimerais vous donner, et ce n'est pas vraiment nouveau,
mais ça cadre quand même aussi dans le reste de l'explication que je vais vous donner, c'est que depuis quelques années, nous connaissons ce que j'ai appelé avec un clin d'œil ici le mariage des circuits d'alerte et d'alarme. Il faut savoir que jusque, et j'arrondis 2022, on avait dans la législation l'obligation de séparer les circuits d'alerte et d'alarme. Depuis 2022 et après 2023, cette obligation a disparu de l'arrêté norme de base, a disparu de la RGPT, hein, article 52.10.4, était abrogé. Il y a vraiment un consensus au sein du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion là-dessus. Il y a encore d'autres réglementations, surtout au niveau régional communautaire, euh, qui suivront sans doute, hein, parce qu'il y a quand même un large consensus là-dessus, et qui nous permettent d'utiliser le même circuit pour l'alerte et l'alarme. Je vais peut-être commencer en bas de ce slide-ci. Là, vous allez retrouver un lien qui sera actif dans les handouts d'ailleurs, euh, où vous allez retrouver une note publique du comité de normalisation. Donc, c'est une note officielle, c'est une position officielle qui explique en détail ce qui se trouve ici sur le slide de façon succincte. Hein. Donc, quelles sont les implications? C'est que, par exemple, les sirènes, les systèmes d'alarme vocale, on utilise des amplis, on utilise des haut-parleurs, etc. On peut vraiment les utiliser pleinement de la façon qu'ils ont été conçus. On peut distribuer n'importe quel message d'urgence, que ce soit dans le sens belge, alerte, alarme ou d'autres messages. Par exemple, il y a une manifestation, restez s'il vous plaît dans le bâtiment, voire même des messages de confort ou un peu de musique, etc. Il y a des normes là-dessus, hein, qui stipulent les priorités, la fiabilité des systèmes. Voilà, on n'a plus besoin de demander une dérogation pour installer ce genre de système et d'y combiner dans un système les différents messages. La même chose au niveau de détection incendie, où les produits qui sont disponibles sur le marché européen depuis longtemps nous permettent de combiner l'ensemble. Eh bien, maintenant, notre norme d'installation nous le permettent aussi. Donc, on peut très bien utiliser sur un circuit des détecteurs, des sirènes, des modules IOA pour piloter les asservissements et ainsi de suite. Et ça implique également que, de nouveau, quelque chose qui était déjà utilisé sur le terrain, qu'on peut utiliser des sirènes avec plusieurs tonalités. La majorité des sirènes disponibles sur le marché ont cette possibilité. Techniquement, en Belgique, on ne pouvait pas en profiter. Maintenant, on peut. Mais aussi, quelque chose qui est, par exemple, souvent utilisé dans des logements touristiques. On peut installer un socle, une sirène dedans, un détecteur, un flash, hein, et on peut tout combiner sur un socle. C'est maintenant tout à fait faisable. Il y a effectivement des conditions chaque fois, mais pour ça, je fais référence à cette note publique du comité de normalisation. Pardon. Voilà. Euh, on est, voilà. Aller en arrière, c'est pas une bonne idée si on veut avancer, n'est-ce pas? Euh, Avant d'entrer vraiment dans le sujet des normes, la détection et l'alarme, je vais vous donner un vue d'ensemble. Et cette vue d'ensemble peut vous paraître complexe, mais je suis là pour vous guider à travers ce slide qui sera, j'espère, utile après cette présentation si jamais vous cherchez les références correctes. J'ai de façon figurative, hein, ajouté ici aujourd'hui et demain. Demain, c'est peut-être très tôt, parce que nous sommes au sein des groupes de travail, nous sommes en train de vraiment finaliser les textes. Et ce n'est pas une blague, mais le 1er avril, on a une réunion plutôt formelle où, logiquement, tous les textes seront approuvés par la commission de normalisation. Après, ces textes seront envoyés à NBN avec la demande de les publier.
Donc, avec un peu de chance, tout dépend de la charge de travail que l'NBN a encore pour les traiter, mais avec un peu de chance, avant l'été, on a ces nouvelles normes, hein. Mais commençons avec la situation d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons l'NBN 2100 pour la détection incendie, la partie 1 et la partie 2, hein, les règles d'installation et les qualifications et composants et compétences. On utilise la série EN54 pour tous les composants. Euh, Effectivement, il existe toujours l'ancienne norme, hein, pour toutes les anciennes installations. Et à droite, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, une nouvelle édition de la norme détection incendie. Et effectivement, ça, c'est le thème d'une grande partie de la présentation tout de suite. La partie 2, mais une mise à jour est prévue. Donc, une fois que cet exercice est finalisé, on va vraiment commencer à faire une mise à jour de la partie 2, les qualifications et compétences. Et en 54, ça reste. Et l'ancienne norme, eh bien, il reste dans sa position aussi, hein, utile pour les plus anciennes installations. Et puis on prend le deuxième volet, alarme incendie, où les sirènes étaient largement inclus dans la norme détection incendie, pour des raisons un peu techniques, plutôt liées à la certification de produits, etc. On a dû les sortir du champ d'application de la norme détection incendie. Donc il y avait un peu un vide, je vais dire, pas forcément dans la pratique, mais dans les normes de façon formelle. Du point de vue sirène, donc on va y pallier. Euh, et on avait la série 111 pour les systèmes d'alarme vocale. Et on a longtemps réfléchi comment s'y prendre. Et à un certain moment, on a dit, écoute, il vaut mieux qu'on fait une nouvelle série qui concerne l'alarme incendie. Alarme, je répète, dans le sens européen, donc un signal d'urgence en cas d'incendie. Donc, dans notre cadre, ça peut être alerte, alarme ou voire même d'autres signaux d'urgence, hein. Donc, c'est assez polyvalent comme terme ici. On a amélioré la norme qui concerne la sélection des signaux d'alarme. J'en parlerai davantage tantôt. Les qualifications et compétences, ça aussi, on a modernisé. Et puis pour les sirènes, on a repris les règles de l'NBN 2100, on les a transférées vers une nouvelle norme. Et une fois que cet exercice est fini, on commence tout de suite à faire une révision de la norme sur les systèmes d'alarme vocale qui prendrait aussi sa place dans cette série 112. C'est à court terme peut-être un exercice un peu difficile, mais ce schéma peut vous aider là-dedans. Mais à long terme, on aura tout simplement une série 112, pardon, qui concerne l'alarme incendie, donc les signaux d'urgence en cas d'incendie, avec les différentes variantes, sirène, système d'alarme vocale, à terme peut-être les flashs, et qui sait encore d'autres systèmes. Peut-être qu'on doit créer une norme tôt ou tard sur l'utilisation de nos systèmes ICT, hein, qu'on pousse des messages vers, par exemple, les ordinateurs, les GSM, etc., qui sont dans le réseau d'un bâtiment. Techniquement, tout ça, c'est faisable, mais il n'y a pas de cadre pour ça, ou l'utilisation de DECT ou que sais-je, hein. Mais au moins, on aura la possibilité de construire quelque chose de modulaire, de cohérent, etc., qui est bien lié l'un à l'autre. C'est d'ailleurs aussi dans ce même cadre, je vais peut-être faire un pas en arrière, qu'on a vraiment synchronisé le travail sur les deux parties, donc sur la nouvelle 101 et la nouvelle série 112. Donc tout se déroule d'une façon synchronisée, aussi bien l'enquête publique que tantôt la publication, ainsi de suite. Comme ça, il n'y a pas de problème de transition, ou moins très très peu. Un point de travail aussi auquel on fait déjà attention depuis quelques années, mais qui de plus en plus donne des résultats utiles, c'est qu'on essaye à travers toute une série de normes qui concernent les installations de protection incendie,
À titre d'exemple, j'ai ici pris la détection, l'alarme et les FC. On essaye de les harmoniser un petit peu, point de vue euh, contenu, point de vue structure, approche, philosophie, etc. Donc, par exemple, la gestion des installations qu'on trouve dans la série 100 et 112, et on va les retrouver aussi dans le futur norme pour les systèmes d'évacuation fumée de chaleur dans les parkings. La même façon, la même logique. Maintien de fonction, on en a débattu euh, dans les différents groupes de travail. On a débattu de la question si on peut tenir compte de la présence d'un système d'extinction automatique pour euh, faire un autre choix de maintien de fonction des câbles. Et je peux déjà vous dire que dans le contexte détection incendie et alarme incendie, on a décidé que si le volume est protégé par un système d'extinction automatique conforme aux normes qui sont applicables, que l'exigence FR2 hein, peut tomber et qu'on peut utiliser les câbles normaux. En détection en alarme, l'impact n'est pas énorme, mais en EFC, où on a des câbles de force motrice, ben, ça va vraiment jouer un rôle important. Mais là aussi, on a vraiment voulu harmoniser l'approche, harmoniser la logique qui est derrière. Un autre exemple, c'est que dans la norme de détection incendie, déjà la norme actuellement, mais la nouvelle norme sera encore un tout petit peu mieux formulée. Hein. On a un tableau avec la détection confirmée et la double détection. Et par exemple, dans la norme IFC pour les parkings, on va vraiment pouvoir faire référence à la norme de détection et dire, voilà, pour la détection confirmée, eh bien, dans notre cas, on veut utiliser telle et telle option de la liste complète de la norme détection incendie. On sait aussi que beaucoup de gens expérimentent des problèmes ou ont des soucis autour des analyses des risques et l'évaluation des besoins. J'en parlerai aussi tantôt un petit peu. Mais ce qu'on va essayer avec les systèmes d'alarme, c'est d'introduire un questionnaire structuré pour faciliter ce processus-là. Et de nouveau, j'en parlerai aussi tantôt. Autre chose qu'on essaye d'harmoniser, c'est que dans le projet d'arrêté légal pour les véhicules électriques dans les parkings, aussi bien dans le code de bonne pratique de Fire Forum sur le même sujet, on a la notion de personne responsable qui nous semble beaucoup mieux, beaucoup plus précis, mieux formulée que la notion le client ou son mandataire qu'on connaissait dans nos normes. Donc voilà des exemples où vraiment on cherche de trouver des synergies, de trouver des analogies entre les différents textes pour faciliter petit à petit l'application des différents textes. Si chaque fois on retrouve ces mêmes repères, ça va vraiment aider les gens, je pense, à appliquer le tout. Et voilà, une des deux pièces de résistance, hein, c'est la détection incendie, et après on va parler d'alarme. Et voici un aperçu des modifications. Et le plus grand bloc, c'est le Video Fire Detection, donc détection incendie via des caméras vidéo. On a essayé d'améliorer encore les textes concernant l'analyse des risques. On a travaillé aussi sur euh, de meilleures explications concernant l'extension, modification d'installation, ce qu'il faut faire, à quoi il doit répondre, et ainsi de suite. Évidemment, toute la partie qui concernait les sirènes était transférée vers 112. On a aussi introduit des simplifications pour les petites installations, et point de vue technique et point de vue administratif. Et puis, effectivement, toute une série d'améliorations et d'ajouts en espérant que ça va rendre l'application de la norme un peu plus facile. Et je vais commencer avec le Video Fire Detection. Le principe qu'on a introduit dans la nouvelle norme qui va apparaître bientôt, j'espère, c'est qu'on travaille avec des caméras dans le spectre visuel.
derrière ça, il y a une logique, il y a une analyse d'image basée sur machine learning, artificial intelligence, si vous voulez. Hein. Et à travers cette analyse d'image, on va essayer de reconnaître la fumée ou des flammes ou les deux. Hein. Donc ça, c'est le type de produit dont on parle. Pour ces produits-là, il n'existe pas encore de norme EN 54, mais il existe une norme ISO auquel certains Belges ont collaboré aussi. Donc, on a eu un main dans la discussion, donc on sait très bien ce qui s'est passé là. Et on a trouvé effectivement une possibilité pour certifier les produits sur base de cette norme-là. Je vais déjà faire une petite parenthèse à ce stade-ci. J'ai commencé avec les caméras dans le spectre visuel. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent la question, et qu'est-ce qu'on va faire avec les caméras dans le spectre infrarouge? Eh bien, je peux vous dire qu'au niveau ISO, le travail sur un ISO 7240, mais c'est pas partie 29, j'ai un peu perdu le chiffre qui est derrière, mais le travail sur une norme équivalente, mais pour l'infrarouge, avance très très bien. Donc, on peut s'attendre à avoir à court terme une norme produit aussi pour les caméras thermiques. En découle tout de suite la possibilité de les faire certifier. La logique est déjà mise en place, donc allez, on va pouvoir suivre très très vite en certification. Et ça veut dire une fois que ça est couvert, cette partie est couverte, ben, on va pouvoir l'introduire aussi dans notre norme d'installation. Mais bon, ça c'est le futur. Maintenant, à très court terme, donc dans le spectre visuel, ben, on va pouvoir détecter de la fumée, des flammes, les deux ensemble ou un des deux. Donc on a, façon de parler, deux détecteurs dans un encloisonnement, dans une boîtier. Hein. C'est la norme produit d'ailleurs qui fait cette distinction entre les différentes options. Hein. Qu'est-ce quel est la grand changement, je vais dire, dans la norme détection incendie? C'est qu'avec tout ce qui est à gauche, c'est qu'on va pouvoir accepter ces caméras comme des composants type 1. Et peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais ça veut dire que c'est un vrai détecteur incendie dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas un système auxiliaire, parce qu'on peut déjà utiliser des caméras, même thermiques, des caméras visuelles, etc., mais pas comme, je vais dire, la détection principale, parce que c'est des composants type 2. Et les composants type 2, pour vous expliquer clairement ce que c'est, par exemple, une imprimante, si on le connecte à une centrale de détection incendie, c'est type 2. Si l'imprimante tombe en panne, ben, écoute, malchance, mais c'est pas grave, tout le reste continue à fonctionner. Mais on a vraiment voulu euh, en faire des composants type 1. Hein, c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir travailler comme ça que de travailler avec ça comme un système auxiliaire. Et je pense que c'est même un primeur. Je suis quasiment sûr au niveau européen, mais peut-être même au niveau mondial, que nous sommes les premiers à avoir une norme avec des prescriptions d'installation comme un vrai détecteur. Et dans la conception de l'installation à ce moment-là, il y a deux options, la méthode simple et la méthode performantielle. Je vais bientôt vous en parler. Mais commençons avec le texte qu'on a repris dans la norme qui va être publiée bientôt. Donc, vous voyez qu'on fait référence à des composants type 1 et on demande aussi que les caméras soient certifiées sur base de cette norme ISO. Comme on est un peu en dehors du marquage CE, quelque chose qu'on a si on a une norme EN 54 et les travaux sur un EN 54 qui est basé sur l'ISO vont entamer bientôt, mais ça va prendre quelques années. Hein. Mais donc, en attendant, on peut faire ça. Comme on sort du cadre CE, ben, on a dû spécifier quand même plusieurs choses. Par exemple, que sur le certificat, il y a quelques caractéristiques clés qui doivent être déclarées. Hein. Donc, c'est le fabricant qui va les déclarer
mais évidemment, cela sous la supervision, si je peux le dire ainsi, du labo certifié qui fait le processus de certification. Et parmi ces paramètres se trouve par exemple la distance maximale de détection ou l'intensité lumineuse ambiante minimale ou le contraste maximal qu'on peut accepter. Tous des paramètres importants et des paramètres clés pour faire une installation correcte. Et c'est entre autres ces facteurs-là qui nous ont menés à deux façons de concevoir un système, hein. Donc la méthode de conception simplifiée et la méthode de conception performantielle. Je vais prendre un exemple qui est très très clair. Au moment qu'on a commencé avec ce travail, à réfléchir comment est-ce qu'on peut introduire les caméras dans notre norme d'installation, l'éclairage minimal était plutôt de l'ordre de 10 lux. Ben, maintenant, une grande majorité des caméras utilisées dans ce cadre-là, ils peuvent travailler avec 1 lux, donc 1/10. Il y a beaucoup de choses aussi, le contraste acceptable, hein, dynamic range qu'on peut accepter sur le senseur, mais ça évolue très très fort. Et on s'est dit, si on fait uniquement une méthode de conception prescriptive, ben, très très vite, on va exclure la nouvelle technologie. Et ça, c'est pas notre idée. On veut justement avoir une norme qui peut évoluer avec la technologie. D'où donc deux systèmes: méthode de conception simplifiée, c'est vraiment un menu à suivre, une recette à suivre quasiment, et c'est correct, ou la méthode de conception performantielle, on va utiliser le logiciel du fournisseur, hein, pour faire un projet. Il y a une procédure d'approbation derrière ça, etc. Euh, c'est pas quelque chose de très nouveau au point de vue idée, parce que déjà en caméra de surveillance, hein, dans le contexte security, hein, ces logiciels sont utilisés aussi, donc c'est pas quelque chose d'expérimental, c'est pas quelque chose d'exotique, hein, c'est des logiciels connus qui ont fait leurs preuves, etc. Et mais de nouveau, il y a un cadre autour de ça, hein, pour assurer que le résultat final soit obtenu. Mais voilà, ça nous permet de faire des installations simples avec une méthode qui est vraiment facile à appliquer, et si on a des applications vraiment pointues, qu'on peut vraiment aussi exploiter toute la performance des caméras qui se trouvent sur le marché actuellement. Voilà, les caméras vidéo. Allez, nouveau, tous les thèmes que je traite maintenant de façon succincte seront traités de façon plus exhaustive lors de l'après-midi d'études, mais allez, de nouveau, je ne pense pas que tout le monde a besoin de tous les détails. Un élément qui est aussi complémentaire à ce que je disais tantôt sur la position des normes, allez, tout ce qui tourne autour, bon état de fonctionnement, etc., eh bien, peut-être ceci, c'est le côté positif pour vous dire, écoute, il y a vraiment presque aucune raison pour faire recours à des contrôles bon état de fonctionnement, parce que notre norme prévoit, et là aussi on essaie chaque fois d'améliorer la norme, prévoit de vraiment avoir un résultat qui est sur mesure des risques que vous avez, hein. Et pour y arriver, il y a 4 éléments dans la norme. D'abord, on définit bien les objectifs à réaliser. Il y a la partie analyse des risques et évaluation des besoins. Il y a le niveau de surveillance et les cas d'exception. Je vais brièvement vous rafraîchir la mémoire là-dessus, hein. Les différents textes ont été améliorés. C'est aussi pour ça que je les ai repris euh, dans cette présentation-ci. Donc, la performance d'un système doit être telle qu'on détecte de façon automatique un incendie à son stade initial. Et ce qui est fort important là, c'est le stade initial. Parce que détecter un incendie, ça c'est simple, tout le monde sait le faire. Mais détecter un incendie à son stade initial, eh bien pour faire ça, il faut faire un bon choix de technologie, et il faut mettre suffisamment de détecteurs du bon type, adaptés
au foyer dont on peut s'attendre et ainsi de suite. Donc ça demande effectivement une approche plutôt professionnelle en connaissance des choses. Évidemment, s'il y a un bouton poussoir qui est poussé, il faut qu'on le sait aussi. Il faut, dans les deux cas, détection automatique ou manuelle, qu'on signale avec suffisamment de précision l'endroit. Et, et effectivement, le système va nous permettre aussi d'asservir plusieurs systèmes, comme des systèmes d'extinction fixe, mais arrêter la ventilation, euh, fermer des portes à fermeture automatique en cas d'incendie, et ainsi de suite. Hein? Ça, c'est vraiment la performance générale d'un système. Il faut relater ça aussi aux différents objectifs. Et voilà, vous allez revoir ce que j'ai déjà dit au début. On met toujours la protection des personnes, hein, de nouveau aussi bien les personnes présentes que ceux qui doivent intervenir en cas d'incendie, les pompiers, etc. Donc leur sécurité d'abord, mais puis ça se peut que vous voulez protéger les biens, vous voulez protéger la continuité des activités ou l'environnement. Un exemple, protection des biens. Partie de ma carrière, j'ai géré des sites télécoms à travers l'Europe. Le risque pour les personnes était minimal parce que la présence de personnes n'était quasiment jamais une personne sur place. Donc, c'était surtout la continuité des activités, la protection des biens, etc., qui était important pour nous. Et voilà, le système était vraiment construit, était très performant pour protéger ça. À la fois, évidemment, vu la performance, ben, on protégeait aussi correctement les personnes. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait l'un qu'on oublie l'autre, évidemment. Donc, ça aussi, c'est important. N'oublie d'ailleurs pas que ça, c'est des objectifs dans la norme qu'on peut ou qu'on ne peut pas identifier pour son organisation. Mais n'oubliez pas que la législation nous oblige aussi à respecter certains objectifs, hein, ainsi de suite. Lié à ça, une image que certains d'entre vous ont certainement déjà vue, parce que je l'ai déjà utilisée à plusieurs reprises, mais je pense que c'est clair. Si on fait référence à notre norme et on dit, voilà, je veux un système conforme à la NBNS 2100-1 point, et c'est pour ça que j'ai mis un grand point rouge, mais là, vous ratez quand même pas mal de choses, parce que c'est la même chose que de dire à quelqu'un qui vend des véhicules, voilà, j'ai besoin d'un véhicule qui est homologé pour l'utilisation sur les routes en Belgique. Et les trois véhicules, ils sont tous les trois homologés, mais il n'y a qu'un de ces véhicules qui correspond à un cahier de charge où je veux transporter des œufs à travers des champs. Hein. Voilà. Et pour ceux qui connaissent l'histoire automobile, ils savent tout de suite lequel c'est. Pour les autres, je vous laisse deviner. Mais vous voyez que c'est assez important, et je vais tout de suite le concrétiser, que de ne pas tout simplement faire référence à la norme, mais de réfléchir de quoi nous avons besoin. Et ça, c'est d'ailleurs une des raisons que dans la norme, on parle de l'analyse des risques incendie. Et quelle est l'idée derrière? Et on a essayé de mieux l'exprimer, de mieux l'expliquer dans cette norme-ci. L'idée, c'est qu'on fait une analyse des risques d'incendie. Ça peut être la même analyse qu'on fait dans le cadre du code sur le bien-être au travail, etc. Mais qu'est-ce qu'on vise? On veut surtout qu'on a une analyse des risques d'incendie globale de l'ensemble et que sur base de cette analyse, qu'on peut prendre les bonnes décisions. Hein. Ce genre d'analyse, ça se fait aussi par groupe d'objectifs, hein, les personnes, les biens, etc. Mais qu'on peut chaque fois prendre les bonnes décisions. Qu'on peut, suite aux résultats de cette analyse des risques, par exemple, prendre des décisions qui limitent la probabilité ou qui limitent les conséquences. Si on parle de détection incendie, c'est limiter surtout les conséquences. Et donc, la grande question à se poser quand on a fait l'analyse des risques d'incendie, c'est comment la détection incendie peut-elle y contribuer? Comment est-ce que la détection incendie va faire partie de la solution, hein, de la limitation des conséquences? C'est ça qu'on demande. Évidemment, il y a des cas de figure où le législateur a fait le choix pour nous, hein.
où il a fait façon de parler, fait son analyse des risques globales. Allez, je prends de nouveau les logements touristiques et les maisons de repos. Ben, là, nous, ensemble, comme communauté, nous avons décidé que dans la loi, on doit dire, écoute, les risques sont tels qu'on a vraiment besoin chaque fois d'une détection incendie. Donc déjà, ce choix-là est fait pour nous dans la législation. Dans d'autres cas, cet exercice-là est quand même important à faire. Et puis, ça se peut aussi que l'analyse des risques va nous aider, en plus éventuellement d'une législation qui nous l'impose ou qui ne l'impose pas, d'adapter le système, parce qu'il y a plusieurs variantes chaque fois possible, d'adapter le système aux besoins concrets. Donc, par exemple, aux personnes présentes, à l'organisation, au type de bâtiment, hein. Si on a, comme dans une maison de repos, des fois une personne, voire deux personnes présentes du staff pendant la nuit, etc., ben, écoute, il faut y tenir compte. Il faut mettre des autres moyens en œuvre que si on a un staff de 4, 5, 6 personnes, hein. Si on a des personnes avec des problèmes psychologiques, ben, ça ne sert à rien d'avoir des sirènes qui font beaucoup de bruit, qui vont peut-être créer de la panique, des blocages, etc. Donc il faut chaque fois bien s'adapter aux besoins réels, aux besoins concrets. Donc c'est pour ça qu'on a les deux facteurs, analyser les risques, où une partie est déjà un peu pré-analysée, si je peux le dire ainsi, via une législation, et une autre partie reste à faire par l'organisation, justement pour bien s'adapter aux besoins, bien s'adapter à un projet spécifique. Et une des façons de s'adapter à un projet spécifique, c'est à travers les niveaux de surveillance, hein. Et là, on a travaillé aussi sur la formulation, parce qu'il y avait des choses dont on disait, mais on a un peu raté les choses la première fois. Par exemple, la surveillance partielle, finalement, quand on regardait ce qui est entendu par surveillance partielle, c'était une surveillance de compartiment. Donc, c'est une surveillance totale d'un compartiment. Avec le nouveau libellé, l'explication est la même, c'est plus clair, il ne faut pas chaque fois dire partiel, c'est par compartiment. La même confusion était entre surveillance locale et surveillance d'un équipement, qu'on a remplacé par surveillance de locaux. Donc, si on protège un local, on protège l'ensemble du local, y compris ces espaces cachés, hein, qui appartiennent à ce local. Donc, on le fait de nouveau totalement, mais au niveau d'un local. Et puis, on a remplacé d'un équipement par des risques spécifiques. Le contenu essentiellement est le même, hein. On peut protéger une machine qui se trouve dans un coin d'un hall industriel, si on ne doit pas protéger le reste au moins, hein. On ajoute une détection spécifique pour la machine. Donc ça reste la même chose. Mais là, ça peut être localisé, là, ça peut être vraiment fort, fort spécifique. Non automatique, ça reste, hein, et c'est d'ailleurs souvent en complément du reste. Et petite question de quiz, hein, si ça vous intéresse. Euh, Est-ce qu'il existe vraiment une surveillance non automatique sans détecteur? Eh bien, la réponse est non, parce qu'il faut toujours au moins un détecteur pour protéger le local où se trouve la centrale de détection incendie. Donc, même le non automatique, il y a au moins un détecteur automatique. J'ai regardé un peu le temps et je vais quand même essayer d'avancer un petit peu, mais sache que dans les slides, vous allez retrouver ce slide-ci et le suivant qui parle des cas d'exception. Donc, si avec toutes les étapes précédentes, vous n'allez pas trouver une solution qui est vraiment adaptée, eh bien, vous pouvez encore introduire un cas d'exception. Une des raisons qu'on va travailler sur la partie 2, c'est que le point faible actuellement, c'est qu'il n'y a pas de procédure autour de ces cas d'exception. Le conseil qu'on donne toujours, et je suis sûr que les autres membres de la commission de normalisation le font aussi, c'est de dire, voilà, pour les cas d'exception, s'il vous plaît, organise une concertation avec toutes les parties concernées. Si c'est fait comme ça, on a déjà eu à plusieurs reprises des projets avec des cas d'exception qui ont été traités de façon vraiment très très bien. S'il manque de concertation, ben, des fois effectivement ça tourne mal. Mais bon, je pense que
ça vaut pour pas mal de projets. Et puis, une des façons, effectivement, d'approuver les cas d'exception, c'est de faire des foyers types. Aussi, ça, c'est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps. Eh bien, c'est resté dans les normes, et vous voyez d'ailleurs quelques exemples ici. Le petit film, je l'ai emprunté. Les autres, c'est des photos que j'ai fait moi-même à l'époque. Donc, toute cette approche-là, c'est vraiment pour obtenir un résultat, pour réaliser les performances, pour réaliser les différents objectifs. Hein. Et je donne ici un exemple. Par exemple, un plafond à poutres. Eh bien, il y a des cas avec des petits poutres, avec beaucoup de cassettes, si vous voulez, où on prouve nous-mêmes qu'on a un nombre déraisonnable de détecteurs, qui vaut d'ailleurs même mieux placer les détecteurs en dessous des poutres si l'auteur n'est pas très élevé. Donc, en attendant qu'on va revoir l'ensemble de ces règles autour des poutres, eh bien, vous pouvez faire appel à des cas d'exception. Donc, en résumé, euh, quelle est l'approche? D'abord, voir les objectifs, bien réfléchir de quoi ai-je besoin, qu'est-ce que la réglementation m'impose, qu'est-ce que je veux m'imposer moi-même parce que je veux me protéger contre certains risques, je veux réaliser les objectifs, hein, et comment est-ce que je peux y parvenir en appliquant les parties prescriptives? Eh bien, faites-le, évidemment, c'est le plus simple. Si ce n'est pas faisable, eh bien, regarde s'il y a la possibilité de faire appel à un cas d'exception. Voilà. Il me reste heureusement encore le temps pour traiter l'alarme incendie. Je m'excuse, mais j'ai l'impression que j'ai parlé un peu beaucoup de la détection. Mais cette partie-ci est un peu plus simple à traiter, heureusement. Voilà. C'est une variante sur le slide que je vous ai montré tantôt avec les différentes flèches, l'aujourd'hui, le demain, hein, qui résume de nouveau la transition des références actuelles vers les références futures. Donc, je ne dois pas trop longtemps m'y arrêter, mais voilà, c'est une autre façon de présenter ce que j'ai présenté de façon graphique. Je vais brièvement vous parler des différentes parties. Donc, la partie 1, c'est le choix. C'est de bien réfléchir quel type de système je vais utiliser pour euh, les signaux d'urgence en cas d'incendie. Hein. Donc, il y a un questionnaire qui va vous aider. C'est la première norme. On introduit ça. Si ça tourne bien, mais on va le généraliser à travers d'autres normes. Hein. Euh, le questionnaire va nous permettre de bien préparer l'analyse des risques d'incendie. Et puis, finalement, et ça c'est le point le plus important peut-être, c'est de faire un choix motivé d'un système d'alarme et les mesures organisationnelles qui vont de pair avec chaque technologie. Hein. Euh, Quelques mots sur le questionnaire structuré. Donc avant, on avait un arbre de décision, mais c'était trop simple. Allez, nous-mêmes, c'est un peu de l'autocritique de la commission de normalisation. On trouvait que c'était vraiment pas la bonne solution. Donc maintenant, on a ce questionnaire de nouveau qui va nous préparer pour faire une analyse des risques, une évaluation des besoins, etc. Et en quoi consiste ce questionnaire? Partie 1 et 2 du questionnaire, ben, c'est des questions fort génériques qu'on peut appliquer quasiment à tout projet. Donc, on a la description du projet, les ouvrages, les personnes présentes, les activités, ainsi de suite. Donc, vraiment des données de base. Et puis, la veille réglementaire, si vous voulez, hein, les prescriptions acceptables. 1 et 2, on va quasiment certainement les reprendre aussi dans les autres normes à terme. Hein. Chaque fois qu'il y a une révision, on va les introduire aussi. Et c'est les infos de base. Et là, la personne responsable ou le donneur d'ordre, hein, il peut déjà commencer à le remplir. À fur et à mesure qu'il s'entourne d'un architecte, de bureau d'études, d'entreprise spécialisée, bureau de contrôle, ils peuvent aider à compléter les réponses aux différentes questions. Et puis les questions 3 jusqu'à 6, ben ça c'est spécifique par thème. Dans ce cas-ci, c'est alarme incendie. Donc on va se poser les questions sur quelles sont les situations d'urgence pour lesquelles vous avez besoin d'une signalisation. Comment est-ce que vous allez les signaler de façon euh, publique, je vais dire, donc
pour tout le monde ou de façon plutôt avec des messages codés ou silencieux, etc. Hein. Qu'est-ce qu'on attend, point de vue perception et reconnaissance des signaux, etc., ainsi de suite, pour arriver à un bon choix, à un bon résultat. La partie 2, gestion, qualification, compétence, c'est plutôt le qui fait quoi. Là, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements, sauf que on a remplacé, comme j'ai déjà dit avant, les clients sont mandataires par la combinaison de personnes responsables, personnes compétentes, qu'on retrouve aussi dans le cadre des véhicules électriques dans les parkings, parce que c'est des définitions qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus claires. Et puis techniquement, et je vais tout de suite aller une petite étape plus loin, à la base, le contenu technique de cette norme-ci, c'est ce qu'on trouvait anciennement dans la norme détection incendie. On a vraiment choisi d'avoir une continuité, parce que c'est une technique qui est largement appliquée, on ne veut pas bouleverser tout ce qui est déjà fait, donc on a cherché d'avoir une continuité des anciennes normes vers les nouvelles normes. Mais on a quand même profité de faire quelques précisions, quelques améliorations, mais qui auront probablement, dans certains cas, un résultat à très long terme. Mais bon, j'explique. Quel est le scope du texte? Eh bien, on parle des systèmes d'alarme incendie qui utilisent un ECS, donc une centrale de détection incendie qui est conforme avec une alimentation conforme, et des sirènes qui répondent à la norme européenne de produits EN 54.3. Cette norme comprend en gros deux types de sirènes, les sirènes qu'on connaît tous et les sirènes avec message vocal. Donc ça veut dire qu'essentiellement c'est un petit haut-parleur avec un petit ampli, une puce qui contient plusieurs messages préenregistrés dans la sirène. Donc ces deux types de sirènes sont prises en considération dans le EN 54.3. Avec ça, on a clairement délimité le scope de notre norme. Et puis, quelque chose qui a plutôt un effet à très long terme, c'est que pour le signal d'évacuation, on propose un signal standard. De nouveau, un signal standard qui vient de la norme européenne, la norme produit. On ne va pas imposer de notre côté un signal qui n'est pas prévu dans la certification produit, parce que là, on risque de se mettre un peu en porte-à-faux par rapport à la certification des produits. Et malheureusement pour les Belges, mais allez, on a choisi pour le Dutch Slow Boop. Pourquoi? Parce que de facto, c'est le signal qui est le plus utilisé hein, comme signal d'évacuation. La façon que c'est introduit dans la norme, c'est plutôt une façon à encourager toutes les parties concernées à utiliser ce signal-là. Hein. Donc, il n'y a pas d'obligation. On dit, voilà, on préfère ce signal-là, mais si vous avez déjà une historique d'avoir un autre signal dans votre organisation, ben, continue à l'utiliser, évidemment. Hein. On ne veut pas non plus bousculer l'ensemble. Une question qui vient quasiment chaque fois quand on voit le schéma de ce signal-là, on voit qu'il y a des petites pauses. Et on sait que dans le Code sur le bien-être au travail, hein, livre 3, titre 6, si je ne me trompe, hein, signalisation sur les lieux de travail, mais on demande un signal continu pour l'évacuation. On a fait quelques recherches et finalement, l'explication est assez simple. L'importance, c'est la perception des personnes présentes. Ce genre de signal, on n'entend pas la pause. Il y a des effets qui, allez, j'ai les termes en anglais ici devant moi parce que sinon je ne pouvais pas les citer, mais on appelle ça temporal forward masking ou ear saturation, donc c'est-à-dire que nos oreilles sont un peu saturées à un certain moment, ils n'entendent pas la pause, donc c'est vraiment perçu comme un signal continu. On s'est assuré que dans la norme se trouve suffisamment d'explications autour de ça, qu'on peut aussi rassurer les autorités qu'on ne fait rien d'illégal là, hein, pour l'exprimer en des termes un peu
peut-être fort, mais allez, voilà, comme ça c'est clair. Évidemment, tout ce texte-ci est bien aligné sur NBNS 2100-1 pour la détection incendie parce qu'on va utiliser le même câblage, etc. On va utiliser la même centrale, donc il n'y a pas de différence, hein. Et donc, de nouveau, je répète, quand je parle ici alarme, c'est dans le sens européen, dans le sens belge. Mais tous ces systèmes-là peuvent être utilisés pour l'évacuation, donc alarme belge, si vous me permettez cette expression-là, alerte ou même, voire même d'autres signaux d'urgence. Et voilà, je suis content parce qu'il est 14 heures et j'ai juste encore quelques informations à vous passer. Après, je vais essayer de répondre à vos questions. Donc, quelques informations que vous pouvez consulter à l'aise une fois que vous avez reçu les handouts. Euh, une question souvent posée, est-ce que vous pouvez nous envoyer telle ou telle norme? Non, on ne le peut pas, parce que toutes les normes sont protégées par des droits d'auteur. Donc la seule source pour acheter ce genre de normes en Belgique, c'est via NBN, hein. Rien à faire, c'est la loi. C'est ainsi, c'est ainsi. Si j'ai bien compris, c'est comme ça qu'on le dit en Charles de loi, hein. J'ai mis quelques liens utiles vers la réglementation, code de bonne pratique qu'on a fait. On doit les mettre à jour au courant de cette année-ci, mais bon, ça va suivre. J'ai aussi inséré des liens vers l'espère du travail avec quelques informations utiles. Et puis, j'ai répété la note publique, hein, qui concerne la combinaison de l'alerte et de l'alarme sur un circuit. Également, vous allez retrouver une liste de toutes les normes dont je vous ai parlé au courant de cette présentation-là. Ils disent, écoute, la synthèse, c'est une belle introduction, mais je veux en savoir plus. Ben, je vous invite à venir à nos après-midi d'études. J'espère qu'il y en a d'autres qui disent, écoute, je suis satisfait, je sais ce que je dois savoir, hein. Très bien aussi. Et puis voilà, tous les 2 ans, on organise les Fireforum Awards. Si je ne me trompe, c'est pour la 8e fois qu'on le fait, hein. Si vous êtes intéressé, si vous avez une belle réalisation des dernières 2 années, n'hésitez pas à envoyer. C'est un peu dans l'esprit olympique, hein. Il vaut mieux participer que de rien faire. Allez, oui, c'est pas tout à fait ce qu'on dit dans les Jeux olympiques, mais vous me comprenez. Et puis voilà, un grand merci aux membres des groupes de travail normalisation, l'équipe de Fire Forum qui m'a donné du support, et vous évidemment. Et maintenant, j'ai un petit défi devant moi. Je vais regarder le chat et essayer quand même de répondre encore. Euh, il y a quand même quelqu'un qui confirme, c'est ainsi, c'est ainsi, merci. Une petite blague de temps en temps, ça ne fait pas de mal, non, hein. Euh, je vais essayer quand même de parcourir les questions dans le chat. Je m'excuse, il faut patienter un tout petit peu que je les repère. Oui, donc première question que je vois dans la série 112 sera toujours E154. Oui, effectivement, parce que on n'a rien d'autre que E154, hein. Donc il faut savoir qu'une fois en Europe qu'il y a des normes harmonisées, ben, c'est sous le CPR, hein, la régulation des produits de construction, ben, on est bien obligé effectivement de le suivre. Donc, des composants en dehors et un 54, c'est assez difficile à les impliquer. Il y a des applications fort spécifiques où c'est faisable, mais de façon générale, voilà, c'est comme ça. Euh, En ce qui concerne l'éclairage pour la détection vidéo, oui, effectivement, euh, il faut 24 heures sur 7 assurer le niveau minimal d'éclairage. C'est pour ça aussi que l'évolution technique de minimum 10 lux vers minimum 1 lux est fort important. Parce que réaliser un lux minimal, ça, c'est pas compliqué, surtout avec l'éclairage à LED, etc. Même l'éclairage secours, des fois, est suffisant, qu'on peut activer. Allez, avec un peu
de recherche, on peut facilement arriver à la solution, mais effectivement, il faut avoir un niveau minimal. Qu'est-ce qui va se passer si on n'atteint pas ce niveau minimal? Eh bien, on va avoir un signal de défaut, de dérangement, hein, sur le système de détection. Donc, on sera quand même averti, hein. Euh, oui, les caméras de détection incendie, effectivement, ils sont vraiment dédiés à la détection incendie. Il faut savoir que euh, il est toujours possible de consulter les images, hein, donc aussi de se connecter à un système de vidéosurveillance pour avoir une confirmation par une personne qu'il s'agit vraiment d'un incendie, etc. Donc ça, c'est faisable, mais c'est de notre point de vue, hein, et notre, je veux dire, la norme de détection incendie, c'est de ce point de vue-là plutôt un accessoire, hein. Mais c'est faisable, c'est autorisé. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est par exemple utiliser des drones, hein, des caméras qu'on peut orienter, qu'on peut tourner, qu'on peut zoomer, etc. Parce qu'ici, on doit être sûr que les caméras visent toujours les risques où il doit détecter avec tous les paramètres qui sont fixés. Donc, on ne peut pas le changer comme ça, hein. Allez, pas avec la technologie actuelle, c'est pas faisable. Euh, les caméras thermiques, oui, à terme, oui, mais les caméras visuelles, ben, ils fonctionnent très très bien aussi, mais chaque technologie a son champ d'application. Euh, oui, une question, attends, je vais la lire une deuxième fois sur la rénovation de sites, euh, les zones de surveillance, les faux planchers, faux plafonds. Oui, je sais qu'effectivement, de temps en temps, ça pose des problèmes. Euh, mais allez, disons que si on fait la rénovation d'une ancienne installation qui était, allez, je vais prendre un cas, euh, qui était vraiment conçu selon l'ancienne norme, hein, donc encore sans le tiret 1 derrière le S2100. Et on fait des petites modifications. On remplace les détecteurs. On doit ajouter un détecteur parce qu'on a inséré une séparation, un mur supplémentaire dans un volume, etc. Toutes ces petites modifications peuvent toujours être évaluées par rapport à l'ancienne norme. Euh, si vous allez vraiment dire, voilà, on fait une extension, on fait un nouveau circuit, parce qu'on va construire un nouveau niveau sur notre bâtiment, on ajoute une aille à notre bureau, une nouvelle partie, mais cette nouvelle partie, on peut très bien le faire selon la nouvelle norme et se connecter sur la centrale existante. La majorité des marques, ils ont des solutions pour ça. Le plus important, c'est effectivement de bien scinder ou de bien pouvoir scinder ce qui est selon la nouvelle norme, ce qui est selon l'ancienne. C'est pour ça qu'il faut y trouver quand même une certaine logique, hein. Euh, oui, la couleur des boutons, je sais, c'est un problème qui persiste, mais voilà. Euh, on on n'a pas beaucoup attends, et puis, j'ai une question là sur l'analyse des risques et le niveau de surveillance. Oui, effectivement. Allez, bon, je ne peux pas répondre à l'ensemble de la réflexion, ça va nous mener trop loin, mais déjà un point. Euh, Effectivement, un des points faibles qu'on a dans notre norme actuelle, c'est qu'il n'y a personne qui va euh, évaluer, approuver, contrôler votre analyse des risques, hein. L'organisme de contrôle accrédité va uniquement vérifier si ça existe. C'est à leur demande que c'est limité à ce niveau-là. Maintenant, une des pistes de réflexion, mais ce n'est pas plus qu'une piste de réflexion, hein, donc, euh, pour ça j'insiste là-dessus, c'est que on trouve l'idée qu'on a introduite dans le projet d'arrêté pour les véhicules électriques dans les parkings, pas mal. Et quelle est l'idée dont je parle? Là aussi, on demande une analyse des risques, une évaluation des besoins.
Et on a décrit le rôle des services d'incendie, c'est-à-dire que les services d'incendie peuvent demander l'analyse des risques, ils peuvent contrôler l'analyse des risques, mais leur contrôle ne veut pas dire qu'ils ont validé l'analyse des risques. Ça ne diminue pas la responsabilité de l'auteur, de la personne responsable, etc. Mais ce qu'ils peuvent faire, par contre, c'est de dire, écoute, manifestement, il y a des lacunes dans votre analyse des risques, ou il y a des fautes, eh bien, on veut que vous faites une nouvelle version où tout ça s'est corrigé. Hein. Euh, on a déjà débattu un tout petit peu de ça et les premières réactions étaient plutôt positives, de dire, voilà, dans le cadre de notre norme, une révision future, que on aura un rôle similaire pour les bureaux de contrôle par rapport à l'analyse des risques, le rôle qui est décrit pour les services d'incendie par rapport à l'analyse des risques dans le contexte des véhicules électriques dans les parkings. Nouveau, c'est très précoce dont je vous en parle, c'est une idée, c'est une réflexion. Ça ne me dérange pas de le partager avec vous parce que bon, on ne sait jamais que des personnes d'entre vous ont des bonnes idées ou des bonnes suggestions pour nous. Ils sont toujours les bienvenus, évidemment. Et d'ailleurs, si jamais vous cherchez du contact, voilà mes coordonnées. Euh, oui, effectivement, Monsieur Latour, c'est pas dans l'article 52 du RGPT qu'on demande un signal continu pour l'évacuation. C'est dans le Code sur le bien-être au travail, titre 3, lieu de travail, non, livre 3, lieu de travail, titre 6, signalisation sur les lieux de travail. Hein, c'est là que vous allez le retrouver. Hein. Mais effectivement, votre réflexe est bonne, c'est pas dans l'article 52. Euh, et encore quelques minutes, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, hein, jusqu'à 14h15. Ceux qui doivent partir, ils doivent partir, hein, aucun souci. Donc, si on renouvelle la centrale et les détecteurs sans changer les câbles, eh bien, voilà. Pour ce genre de cas, Monsieur Bourguignon, je conseille tout simplement de chaque fois bien organiser une concertation entre les parties impliquées, celui qui donne l'ordre, l'entreprise qui va réaliser les travaux, l'organisme agréé, etc. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a de nouveau plusieurs solutions. Hein. On peut se dire qu'on va suivre la nouvelle norme. Oui, mais des fois, en suivant la nouvelle norme, les câbles ne sont plus adaptés. On peut aussi se dire, mais on remplace les produits, mais finalement, notre installation, le câblage, positionnement, etc., est conforme à l'ancienne norme. Si tout ça est faisable, la section des câbles est encore correcte, l'état des câbles est encore bon, c'est peut-être aussi une piste de solution. Donc, je pense pour tout ce genre de cas spécifiques, elle est une bonne concertation et le plus en aval peut résoudre beaucoup de problèmes. Voilà. Et si vous me le permettez, je vais peut-être doucement en rester là, parce que je pense que vous avez tous eu votre dose d'informations. Euh, je tiens à vous remercier de nouveau de votre présence, de votre attention, et j'espère vous revoir à une autre occasion, peut-être lors de nos après-midi d'études ou un webinaire futur. Donc, merci beaucoup à tout le monde.